Alors, comme ça a été dit, moi je viens du laboratoire d'ergonomie et de sciences cognitives pour les transports, donc le LESCO, qui est un laboratoire de l'IFSTAR. Donc les sciences cognitives, ça englobe à la fois des psychologues, des neuropsychologues, des ergonomes, etc. C'est un ensemble de domaines qui ont pour but de comprendre le fonctionnement du comportement humain et les causes du comportement humain. Donc je vais vous résumer rapidement la vision qu'on a dans notre laboratoire après plusieurs années d'expertise dans ce domaine. Alors tout d'abord, la question à laquelle je vais tenter de répondre en partie, c'est comment améliorer les ADAS pour plus de sécurité. Donc d'un côté, bien sûr, on va améliorer les ADAS, on va améliorer la sécurité en améliorant la technologie qu'il y a derrière les ADAS, en améliorant les capteurs, etc. Mais comment faire en sorte qu'on ait un gain qui soit encore plus important pour la sécurité routière? Et ça passe notamment par une bonne compréhension des sciences cognitives et du conducteur. Puisque par exemple, si on met certaines aides à la conduite, il faut bien s'assurer qu'il y ait un gain effectif pour le conducteur qui puisse vraiment tirer un maximum de bénéfices de ces aides à la conduite. Donc je vais vous passer quelques éléments de base pour bien comprendre notre vision. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conducteur a des ressources attentionnelles limitées. Donc je vais vous demander beaucoup d'imagination pour voir que ça, c'est un verre vide. Ça représente notre réservoir de ressources attentionnelles. Et lorsque l'on va conduire, on va utiliser une partie de ces ressources attentionnelles. Donc on va remplir un petit peu le verre, on va utiliser ces ressources pour traiter les informations présentes dans l'environnement, mais aussi prendre les décisions et effectuer les actions sur le véhicule. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de la complexité de la situation, en fonction de l'effort que ça me demande, je vais investir une plus ou moins grande partie de ressources attentionnelles pour compléter la tâche. Et bien sûr, si on se trouve dans une situation trop complexe et qu'on n'a plus assez de ressources attentionnelles disponibles, on risque de passer à côté de certains éléments qui pourraient être critiques pour la sécurité. Donc, ce qui nous emmène au deuxième concept de base, c'est le concept de conscience de la situation. En fait, ça part du constat de plusieurs études qui ont montré que lorsqu'il y a des comportements dangereux ou lorsqu'il y a des accidents, ça vient souvent d'une mauvaise compréhension de la situation de la part du conducteur. Et ça englobe à la fois une mauvaise appréhension de son environnement, des risques potentiels dans l'environnement. C'est parfois une mauvaise compréhension et une mauvaise utilisation du véhicule ainsi que des différents systèmes qui sont embarqués. Et c'est parfois aussi une mauvaise gestion du temps, puisqu'il faut que l'individu ait conscience de son environnement, de son véhicule, etc., dans des contraintes temporelles qui sont très fortes. Donc il faut aussi qu'il soit capable de se projeter dans le temps pour imaginer l'évolution de la situation. Donc, sachant que le fait de ne pas avoir détecté certaines de ces informations peut être une cause d'accident, donc comme on a vu avec la première présentation, il y a certaines ADAS qui ont pour but d'informer le conducteur des éventuels dangers qu'il n'aurait pas remarqués dans l'environnement. Et pour reprendre un peu la métaphore du verre, donc bien sûr c'est juste une image d'illustration, hein, c'est vraiment beaucoup plus complexe dans la réalité. Voilà, c'est juste pour appuyer un petit peu mon propos. Donc le conducteur utilise une partie de ses ressources attentionnelles pour conduire. Et lorsqu'on va l'informer de certains événements supplémentaires dans la route, ce qui est un peu contre-intuitif, on aurait tendance à penser que ça va simplifier pour lui la conduite. Mais plusieurs travaux menés dans notre laboratoire montrent que en fait, l'individu va devoir utiliser une partie supplémentaire et un effort supplémentaire de ses ressources attentionnelles qu'il va devoir diriger pour traiter les informations qu'on lui donne et pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Et donc c'est un peu des choses auxquelles on ne pense pas souvent. Et bien sûr, le bénéfice tiré de ces ADAS va dépendre de l'état interne du conducteur. Et quand je parle d'état interne, ça englobe à la fois son âge, les pathologies, la fatigue, l'inattention, les distractions, etc. Donc tout ça, ça va pouvoir moduler l'efficacité et les bénéfices qu'on tire de ces types d'ADAS qui sont là pour nous informer. Donc, ce qui veut dire que parfois, en fonction de son état interne, l'individu ne sera pas vraiment capable de tirer des bénéfices des informations qu'on lui donne. D'un autre côté, il existe d'autres ADAS qui ont pour but d'automatiser certaines parties de la conduite.
Donc là, le but, c'est clairement de réduire la quantité de ressources attentionnelles nécessaires pour effectuer la tâche de conduite. Donc par exemple, lorsqu'on enclenche un régulateur de vitesse, on va pouvoir libérer la partie de ressources attentionnelles qui nous servait à traiter, à gérer la vitesse du véhicule. Mais là encore, ce type d'ADAS peut provoquer aussi des problèmes, c'est-à-dire que ça peut mettre l'individu dans une situation de sous-charge cognitive. Donc l'individu il sera placé dans un contexte de conduite très monotone et très ennuyeux, et il risque de commencer à penser à autre chose, à être perdu dans ses pensées. Et ce qui veut dire que s'il y a un événement critique qui arrive à ce moment-là, il ne sera pas forcément capable de reprendre le contrôle et éviter l'accident. Donc voilà, ces deux types d'ADAS peuvent emmener, à l'extrême bien sûr, peuvent emmener à certaines nouvelles formes de risques qui n'étaient pas forcément présentes au départ. Donc l'objectif que nous avons dans notre laboratoire, c'est de continuer les études pour favoriser une bonne compréhension et une bonne coopération entre l'humain et les différents systèmes qu'il va utiliser durant la conduite. Ce qui veut dire d'une part que l'humain doit comprendre le système, donc il doit savoir quels sont les systèmes qui sont actuellement actifs, il doit pouvoir identifier s'il y a un d'entre eux qui est défaillant, etc. Mais il faut aussi que le système s'adapte aux besoins et aux capacités de l'humain. C'est-à-dire que si on donne à un individu 10 alertes auditives en même temps, il ne va pas forcément savoir ce qui est attendu de lui et il ne va pas forcément avoir l'énergie nécessaire pour tout traiter en même temps. Donc notre but à nous, ce serait de continuer d'étudier le phénomène de facteurs humains en conduite afin d'améliorer les interfaces entre l'humain et les différents systèmes qu'il utilise. Donc ça passe notamment par le fait de réduire la complexité de toutes les informations qu'on donne au conducteur pour essayer de centraliser l'information et donner uniquement à l'individu l'information dont il a besoin dans un moment donné. Donc ça serait une première étape pour éviter que l'individu soit totalement perdu par toutes les alertes et toutes les informations qu'on lui donne. Dans un deuxième temps, il faut aussi s'assurer que l'individu ait pris en compte ce message et qu'il décide d'effectuer l'action qui est attendue de lui. C'est-à-dire que si on met une alerte et que l'individu n'écoute pas ou ne décide pas, par exemple, de freiner, etc., il n'y aura pas forcément de bénéfice en termes de sécurité. Donc la deuxième étape, c'est ça, s'assurer que l'individu ait pris en compte le message. Et la dernière étape, c'est s'assurer que l'individu ait envie d'utiliser ces systèmes. Donc ce qui est important, c'est aussi d'encourager la coopération avec le système, puisque s'il y a par exemple un nombre d'aides à la conduite trop important ou des alertes, etc., qui sont données trop souvent, le conducteur peut tout simplement avoir envie d'éteindre le système puisque c'est trop contraignant pour lui ou qu'il trouve ça désagréable. Donc un point important sera aussi de faire en sorte que l'individu ait envie d'utiliser ces systèmes. Donc nous, nos pistes d'études pour le futur, ça va être de continuer à essayer de trouver des moyens pour que l'individu ait envie de coopérer avec le système pour en tirer vraiment le plus grand bénéfice possible en termes de sécurité. Et il va falloir également se poser la question du bien-être et de l'état émotionnel du conducteur, puisque bien sûr, en fonction de son interaction, en fonction de la manière dont il se sent au moment où il utilise ces différentes aides, ça va plus ou moins favoriser l'utilisation des systèmes et plus ou moins favoriser la coopération avec le système. Et bien sûr, je pense qu'aussi en termes un peu commercial, ça peut être très important de savoir pourquoi un individu va choisir un système plutôt qu'un autre. Et ça va passer notamment par le fait qu'il sent des émotions plus positives lorsqu'il l'utilise. Donc pour ces objectifs, vous comprenez bien qu'il sera vraiment très important d'avoir des informations sur le fonctionnement cognitif de l'individu, puisque il sera possible d'améliorer encore plus la sécurité en évaluant, du coup, en comprenant bien des facteurs qui sont internes à l'individu et qui ne pourront pas uniquement être réglés par une amélioration de la technologie et des systèmes qui sont embarqués dans le véhicule. Voilà, donc c'était très rapide. J'espère que ça vous a donné envie un peu d'en savoir plus. Donc je vous mets les informations au cas où vous ayez envie de nous contacter. N'hésitez pas si vous avez envie de discuter ou que vous avez des questions. On pourra y répondre plus tard. Merci.